La plupart des projets data science échouent ou encore la plupart des data scientists échouent dans leur projet de machine learning parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux phases les plus importantes d'un projet en data science. Il s'agit de la phase d'expérimentation et de la phase de déploiement. En effet, la plupart du temps, on se lance dans les projets data science sans réelle structuration et sans objectif préétabli. Vous ne pourrez jamais arriver à mettre en production vos projets, en tout cas à transformer vos projets data science en produits concrets, consommables par des utilisateurs métiers. Et donc l'impact que vous aurez au sein de votre organisation sera très faible. Dans cette vidéo donc, ou tout du moins dans cette série de vidéos, je me propose donc de partager avec toi les différents éléments qui vont te permettre de maîtriser ces deux phases, en l'occurrence la phase d'expérimentation et la phase de déploiement, afin de pouvoir le mettre en place dans la plupart de tes projets pour justement amener tes projets en production ou au bout. Si tu suis exactement dans cette vidéo toutes les notions que je vais partager avec toi, tu seras capable non seulement de démarrer tes projets data science, mais également de pouvoir les rendre concrets, en tout cas les rendre utilisables par des utilisateurs métiers. Je t'invite donc à suivre attentivement ce qui sera dit dans cette vidéo. Et n'hésite pas à partager avec moi tes commentaires afin que je puisse savoir sur quel point appuyer le plus. N'hésite pas à liker la vidéo, ça nous fait plaisir, ça nous donne plus de motivation à partager des contenus de ce genre-là. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager massivement afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. On essaie de créer une communauté. Il ne s'agit pas de moi vers vous, il s'agit donc d'une communauté qu'on essaie ensemble de grandir pour devenir donc très opérationnel sur des sujets data science. Allez, c'est parti, générique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne en réalité la majorité des projets data science? Donc, la première phase, en fait, c'est la phase d'expérimentation. Okay? C'est dans cette phase-là où on va partir des données et des hypothèses métiers pour construire un modèle de machine learning. Évidemment, ce modèle que l'on va construire, en fait, on va pas l'obtenir d'un seul coup. On va tout d'abord faire deux grosses étapes qui représentent en réalité plus de 80% du temps de l'activité du data scientist. La première étape, c'est le traitement des données. Une fois que l'on a récupéré les données, elles ne peuvent pas être utilisées directement pour construire un modèle de machine learning. Il faut donc la transformer, la nettoyer, lui appliquer justement les méthodes d'encodage pour transformer numériquement notre jeu de données et tout ça justement en se basant sur les hypothèses métiers. En fonction du secteur d'activité, on ne va pas utiliser les mêmes transformations, les mêmes méthodes de nettoyage et évidemment les mêmes méthodes d'encodage. Et vient ensuite la partie de modélisation. C'est là où on va entraîner le modèle et aussi l'optimiser. Et ça, c'est un point qui est très important aujourd'hui car lorsqu'on fait justement du MLOps ou lorsqu'on veut amener ces projets en production, on va commencer donc par automatiser ce genre de pipeline. Donc, c'est-à-dire, on va automatiser donc la partie de traitement des données qui est à gauche ici et ensuite la partie de modélisation à droite. Donc, quand on fait justement de l'optimisation, c'est-à-dire lorsqu'on cherche justement à avoir les meilleurs hyperparamètres qui permettent donc d'avoir les meilleurs modèles, c'est quelque chose qui se fait donc naturellement sur la base de l'intuition et sur la base de quelques recherches qui sont faites justement manuellement. Donc l'objectif ici, c'est de transposer donc ces itérations qui sont initialement manuelles avec des algos qui vont être automatisés. Et ça, c'est le cas justement des algos d'AutoML ou encore des algos d'optimisation d'hyperparamètres. Tout ça, justement, a pour finalité de construire un modèle de machine learning qui est prêt à l'emploi. Et ce modèle de machine learning, justement, va être calibré, optimisé, justement, et potentiellement validé donc dans certains secteurs d'activité, comme la banque, où tout est justement très réglementé. Et donc maintenant, j'ai envie donc d'utiliser donc ce modèle-là pour faire des prédictions. Et ça, c'est très important, car justement, c'est la phase de déploiement. Ça, on verra ça du coup dans la deuxième partie donc de cette série de vidéos, parce que justement, j'aurais besoin de servir les prédictions justement de mes modèles à des utilisateurs ou à des clients pour tirer parti justement de mon modèle. Donc, on verra donc la phase de déploiement un peu plus tard. En tout cas, dans cette première partie de vidéo, on va s'intéresser justement à la phase d'expérimentation. Comment on le fait concrètement? J'ai préparé pour vous un petit notebook. Donc, la phase d'expérimentation, c'est là où on utilise les Jupyter Notebook qui sont très connus, qui permettent justement de pouvoir prototyper le projet. Ok.
Parce qu'en réalité, le modèle de machine learning qu'on a en sortie de cette phase d'expérimentation, on ne le connaît pas d'avance. On va faire énormément de recherches et d'expérimentation, comme son nom l'indique, avant de trouver le modèle qui répond justement à la problématique métier. Et donc, cela se fait généralement dans les Jupyter Notebook qui sont connus par les data scientists. Donc ici, j'ai préparé pour vous donc une problématique en fait de classification. Donc l'objectif ici que nous avons, c'est de prédire justement le genre d'une personne en fonction justement de son nom. On va utiliser donc 3 bibliothèques essentielles. On va utiliser scikit-learn, qui est très connu, qui permet donc de faire du machine learning, qui regorge énormément de modèles de machine learning d'ailleurs, les machine learning classiques. Ensuite, on a Pandas, qui est très connu, qui permet également de faire du traitement de la donnée. Et ensuite, on a le module test extraction. On va commencer donc par importer le module Pandas et NumPy. Donc là, il me demande de me connecter à un environnement Python ou à un serveur Jupyter. Donc moi, je vais me connecter à un environnement Python. Donc disons, prenons Python 3.10, ça fera l'affaire. Voilà. Python 3.10. Alors, voilà. Ici. Donc ça prend un peu de temps, je vais mettre un petit peu en pause le temps que ça charge. Alors, ok, c'est passé rapidement, donc on va pas le mettre en pause. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais charger les packages, donc extraction de test. Donc d'extraction de texte, je vais importer donc la librairie Content Vectorizer. Ensuite, pareil, de feature extraction qui vient toujours de scikit-learn, on va importer Dict Vectorizer. Alors, en réalité, que font ces packages? Ces 2 packages, en fait, en réalité, font partie de scikit-learn et sont utilisés justement pour transformer des données textuelles ou catégorielles justement en représentation numérique exploitables par des modèles de machine learning. Donc, l'explication détaillée, c'est quoi? C'est que Content Vectorizer va être utilisé pour convertir du texte brut en une matrice de termes. Donc, on appelle ça du bag of words, où chaque terme, justement, est compté. Comment ça marche? Il crée en fait un vocabulaire à partir de tous les mots uniques dans un ensemble de tests. Et donc, chaque test, justement, est représenté par un vecteur où chaque dimension correspond à un mot du vocabulaire. La valeur, donc, de chaque dimension est appelée, donc, nombre d'occurrences du mot correspondant dans le test. Et Dict Vectorizer, quant à lui, est utilisé pour convertir des données sous forme de dictionnaire en une matrice sparse. Ok, sparse, ça veut dire éparpillé. C'est particulièrement utile justement pour les données catégoriques ou des données ou des features en fait déjà organisées en paires clés-valeurs. Comment ça marche? Eh bien, on prend un dictionnaire où les clés représentent justement les features et les valeurs, leur occurrence ou leur fréquence. Ensuite, il va transformer ces données-là en une représentation vectorisée où chaque élément, chaque clé justement devient une colonne. Donc, les différences principales entre les deux, c'est que justement, Content Vectorizer prend en entrée un test brut et Dict Vectorizer prend en entrée en fait des dictionnaires de clés-valeurs. La sortie donc du Content Vectorizer, c'est une matrice sparse, donc qu'on appelle le bag of words, et le Dict Vectorizer a en sortie une matrice sparse ou dense qu'on appelle les features encodées. L'usage principal, c'est que le Content Vectorizer va être utilisé pour analyser du texte, tandis que le Dict Vectorizer va être utilisé pour encoder justement des features catégoriques ou numériques. Donc pour résumer, Content Vectorizer transforme des documents textuels en une matrice de compte basée justement sur les mots, tandis que Dict Vectorizer convertit donc les dictionnaires de features en une matrice numérique utile justement pour les données catégoriques. Donc ces 2 outils en réalité sont très efficaces pour préparer les données avant de les utiliser dans les modèles de machine learning. Voilà pourquoi on va l'utiliser ici. Donc, ensuite, on va charger donc notre dataset, ok? Alors, on n'a pas le dataset ici, donc je vais le récupérer rapidement. Donc, mon jeu de données se trouve ici, au niveau de data ici, ok? Donc, ce que j'ai fait, c'est juste, voilà, je pars du coup du chemin où j'ai mon
jeu de données pour charger donc la donnée, en l'occurrence ici, name_dataset.csv. Donc, c'est cette donnée-là qui va me permettre donc de construire mon modèle de machine learning. OK? Donc, vous voyez ce que j'ai donc dans ce jeu de données, j'ai le nom et j'ai le sexe. Ce que je cherche à faire, c'est qu'à partir du nom, obtenir donc le sexe, justement, ou le genre, donc, de la personne. Donc, on va commencer par regarder donc la taille de notre jeu de données. Ensuite, on va checker les colonnes qu'on a dans notre jeu de données. Donc, la commande pour faire ça, c'est df.colons. Pour la taille, c'est df.size. Et donc, on regarde, on voit ici qu'on a bien ces trois éléments ici. OK? Maintenant, si je fais df.dtype, dtype va me permettre d'avoir donc le type, justement, de toutes les colonnes ou encore toutes les features dans mon jeu de données. OK? Ici, en l'occurrence, on a le nom qui est un objet, le sexe est un objet. Et donc, tout ça me renseigne finalement sur les différentes possibilités d'analyse ou encore de pré-processing que je peux utiliser, parce qu'en fonction du type de données, si c'est une donnée catégorielle ou une donnée numérique, je ne vais pas appliquer les mêmes transformations, bien évidemment. OK? Donc, si vous vous rappelez bien, on est donc dans cette phase-là. On va devoir faire cette phase de traitement de données en appliquant des méthodes de transformation, de nettoyage et d'encodage pour permettre à la donnée d'être donc dans une forme propice, afin donc de passer donc à l'étape suivante, qui est la phase de modélisation, pour nous permettre de construire nos modèles de machine learning. Donc, on commence déjà par se mettre à l'aise avec la donnée, essayer de bien comprendre la donnée pour voir quelles sont les techniques de modélisation qui peuvent marcher pour nous permettre donc d'arriver progressivement à notre objectif initial, qui est donc de prédire donc le genre d'une personne en fonction justement de son nom et de son sexe justement. Donc, on va déjà commencer par voir s'il n'y a pas des valeurs manquantes, parce que ça, c'est très important. Les valeurs manquantes peuvent fausser l'analyse du modèle de machine learning. Donc, il est important dès le départ d'intercepter ces valeurs-là, savoir en tout cas le pourcentage de valeurs manquantes qu'on a, pour savoir quelle méthode justement d'imputation, quelle méthode justement peut être utilisée. Est-ce que on a beaucoup de pertes d'informations et comment ces pertes d'informations peuvent influer sur le modèle de machine learning. Ça, ce sont des éléments que vous devez avoir donc en tête lorsque vous faites vos modélisations. Donc ici, en l'occurrence, on n'a pas de données manquantes, c'est très propre. Ça nous arrange. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà faire une petite analyse de la donnée, OK, pour essayer de comprendre un peu la donnée, se mettre à l'aise avec ces données avant de d'utiliser justement une méthode de transformation ou d'encodage. Donc, je vais déjà commencer par savoir le nombre de femmes qu'il y a donc dans mon jeu de données, OK? Et donc, justement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire du Boolean indexing. Le Boolean indexing, c'est quoi? C'est que du coup, on va venir passer une condition, déjà de 1, ça c'est cette condition-là, OK? On va venir passer cette condition dans le dataset, en l'occurrence ici df. Donc, la condition ici, c'est quoi? C'est df.sex égale à f. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de récupérer toutes les données qui concernent justement les femmes, en l'occurrence ici. Donc, on vient le faire passer justement dans notre data frame initial. Donc, ça va nous sortir une donnée. Et ensuite, on va récupérer simplement la taille de ce jeu de données. OK? C'est aussi simple que ça. C'est du Boolean indexing. Ensuite, on fait la même chose pour les hommes. Donc, vous voyez ici que on a plus de 18 000 femmes dans notre jeu de données et 10 000, plus de 10 000 justement pour les hommes. OK? Donc, ici, ce que je fais, c'est que du coup, je transforme df là en df names, simplement. Et allez voir pourquoi. Donc, j'ai renommé tout simplement la variable, le data frame df par df slash names. OK? En fait, je vais essayer donc de remplacer les f et les m par des 0 et 1. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle donc l'encodage, c'est-à-dire que on va transformer les variables catégorielles en variables donc numériques pour permettre justement, parce que les modèles de machine learning sont très efficaces justement sur des données numériques. Et donc, on va pas les laisser donc comme ça des f et des m pour notre modèle. OK? Donc, on va le transformer justement, on va l'encoder donc et transformer ces variables numériques là, ces variables catégorielles là en variables numériques. OK? On est en pleine phase de traitement. Quand on fait une place égale à true, ça veut dire que ça va venir le remplacer directement dans le dataset. Donc, pas besoin en fait d'assigner donc un nouveau data frame pour avoir donc les transformations. Donc, avec une place égale à true, il va venir remplacer directement donc dans le data frame.
Donc, ce que je fais ici, voilà. Donc ça, ce sont des warnings, ne vous inquiétez pas. Et ici, on va venir voir si effectivement cette transformation a été bien réalisée. Vous voyez bien que oui, puisqu'on a des catégories uniques donc pour la variable sexe, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Ok, c'est cette transformation qu'on a fait justement ici en passant donc F en 0 et M en 1. Ensuite, vous voyez ici, quand je vais faire ça, ça va me dire tout simplement que la variable sexe est passée donc en int. Comme je l'ai dit, je vais répéter, dans les modèles de machine learning, il est essentiel de transformer des variables catégories en variables numériques parce que c'est ça que comprend finalement les modèles, la plupart des modèles de machine learning. Classiques en tout cas. Donc, ici, on va récupérer tous nos features, ok? Ce sont les caractéristiques donc qui vont nous permettre donc de faire la prédiction. L'événement qu'on essaie de modéliser ici, c'est justement un événement de détection du genre d'une personne, ok? Et donc, les caractéristiques qui vont nous permettre donc de pouvoir faire cette modélisation-là, ici en l'occurrence, on va créer donc ici notre X feature qui va correspondre donc au nom qu'on a donc dans notre dataset, ok? Donc, on a le nom, le sexe. Le sexe, c'est la variable qu'on essaie de prédire, ok? La variable cible, tandis que le nom ici correspond à la caractéristique qui va permettre donc de modéliser le phénomène de détection du genre, ok? On a notre X feature. Ce qu'on va venir faire, c'est de faire de la feature extraction en utilisant donc le compte vectorizer dont j'ai parlé tout à l'heure pour venir justement faire la transformation de justement la variable qu'on a eue ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on initialise le compte vectorizer ici et ensuite on l'appelle ici justement pour venir transformer notre donnée. Si vous utilisez ces kits-là, vous ne serez pas donc dépaysé par cette façon de faire. Ok? On fait souvent ça. Donc, on initialise donc le modèle en tout cas qui nous permet donc de pouvoir faire la transformation. Ici, en l'occurrence, compte vectorizer. Donc, on va venir le faire passer ici. Donc, effectivement, il me dit que compte vectorizer, il connaît pas. On va venir ici parce qu'on n'avait pas importé du coup ce package ici. Donc, c'est ce qu'on va faire rapidement ici. Je mets en pause pour que ça puisse, le temps que ça charge justement. Donc là, c'est OK. Donc, ce que je fais, je reviens ici. Donc, rappelez-vous, hein, on avait dit donc que le compte vectorizer, qu'est-ce que faisait le compte vectorizer? Il transforme en fait les documents textuels en une matrice justement de compte basée donc sur les mots. OK? Il prend en entrée donc du texte brut. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Each feature, si vous regardez bien ici, je vais taper donc each feature. Each feature, si j'exécute each feature, c'est voilà, c'est des noms. OK? Donc, c'est du texte. Et donc, compte vectorizer prend du texte, et donc c'est exactement ce qu'on fait ici. On initialise donc compte vectorizer, et donc on lui fait passer donc du texte. Et donc lui, il va justement transformer tout cela et nous donner donc en sortie une matrice sparse donc de bag of word. Ok? Et donc vous allez voir ici si vous faites, donc du coup ça c'est exactement ce qu'on a ici. Et du coup on va venir donc ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on a transformé donc du coup du texte brut en une matrice sparse. On va venir donc maintenant charger les différents éléments qui vont nous permettre donc de pouvoir modéliser donc notre phénomène. On a besoin donc du train test split de modèle sélection. Je vous rappelle, train test split, l'idée ici, c'est de transformer cette jeu de données du coup en données de train et de test pour nous permettre donc de pouvoir construire nos modèles sur des jeux d'entraînement. C'est sur ces jeux-là que le modèle va s'entraîner. Il va essayer de voir les caractéristiques qui correspondent à quel sexe. Donc justement, quel nom correspond à quel sexe. Donc, il va essayer de faire donc sa tambouille interne. Et grâce donc à cette information qu'il a reçue durant la phase d'entraînement du modèle sur les jeux de train, il va donc pouvoir prédire donc le jeu de données de texte qu'il n'a pas vu donc durant la phase d'entraînement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais x égale à feature, x feature. Donc, comme j'ai dit, y, c'est justement la variable catégorielle, c'est-à-dire c'est la variable qu'on cherche donc à prédire. Ici, en l'occurrence, c'est le sexe. Donc, je vais exécuter ça.
Et ensuite, donc, je fais passer donc xtrain, xtext, ytrain, ytest, donc, ici. C'est ce que fait tout simplement la fonction train test split qui nous vient donc de scikit-learn model sélection. Il va découper donc la feature et la variable cible qu'on vient de lui donner, donc la feature et les labels. Il va essayer de les découper donc avec un ratio de 33%. Et ici, donc, on va juste fixer donc un état aléatoire pour permettre à ce qu'on ait quelque chose d'assez fluide. Donc, ce qu'on fait ici, voilà, on découpe donc nos jeux de données, donc nos features et nos labels en train test, donc en feature de train, en feature de test. L'idée, c'est quoi? C'est que on va appliquer notre modèle sur le xtrain. Il va essayer d'apprendre ces caractéristiques-là avec le xtrain et le ytrain pour voir quelles sont les combinaisons de noms et de sexe. Et avec cette information, viendra donc avec x7, donc nous prédire des y-tests. Ok, c'est simple. Donc, on va faire contrôle entrée ici. Donc, train test split, effectivement, j'avais pas exécuté cette cellule. On va l'exécuter. Et ici, donc, du coup, on aura ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va appliquer donc un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Naive Bayes. Naive Bayes, en fait, c'est quoi? L'algorithme de Naive Bayes, en fait, c'est un algorithme de classification basé donc sur la probabilité. C'est l'un des algorithmes les plus simples, mais très efficaces justement pour les tâches comme la classification de texte, par exemple, le filtrage de spam ou encore l'analyse des sentiments. Donc, l'explication simple ici, c'est quoi? C'est que Naive Bayes, en fait, repose sur le théorème de Bayes qui calcule la probabilité qu'une donnée appartienne justement à une classe donnée en fonction de certaines caractéristiques, ok, ou features. Donc, le théorème de Bayes, c'est la probabilité de A sachant B. Donc, c'est la probabilité en réalité de B sachant A qu'on multiplie par la probabilité de A, sachant donc divisé donc par la probabilité de B. Donc, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A. Donc, ce qu'on cherche en fait à prédire, donc, c'est la probabilité de A sachant B. OK? La probabilité de B sachant A, en fait, c'est la probabilité d'observer B en sachant donc que A est vrai. Et puis, la probabilité de A, c'est la probabilité de A soit toujours vrai, a priori. Et puis, la probabilité de B, pareil, c'est la probabilité que B soit vrai indépendamment donc de A. En classification, donc, grand A représente une classe et grand B représente donc les caractéristiques d'une donnée. Pourquoi donc le nom naïve? Naïve parce que le modèle dit naïve car il suppose en fait que toutes les caractéristiques sont indépendantes des unes des autres, justement. Par exemple, pour classer un email comme un spam ou non, il suppose en fait que la présence des mots gratuit et argent est indépendante l'une de l'autre. C'est ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, malgré cette simplification, qui est parfois fausse, Naive Bayes fonctionne très bien dans de nombreux cas. Donc, comment ça fonctionne dans la phase d'apprentissage? Donc, le modèle va calculer les probabilités de A, la probabilité d'une classe, et la probabilité de B sachant A, justement, c'est la probabilité d'une caractéristique donnée sachant une classe à partir des données d'entraînement. Par exemple, si 70% des emails sont non spam et gratuits, apparaît donc dans 50% des spams, ces probabilités seront enregistrées. Et donc, dans la prédiction, pour une nouvelle donnée, les modèles utilisent donc le théorème de Bayes pour calculer donc la probabilité de A sachant B pour chaque classe. Il choisit la classe avec la probabilité donc la plus élevée. Donc ça, c'est le théorème de Naive Bayes, ok? On va pas rentrer en détail, mais l'idée ici, c'est ça. Les points forts de ce théorème-là, en tout cas, c'est que, de ce modèle, c'est que justement, c'est rapide et simple, facile à entraîner, même sur de grandes données, efficace parce que fonctionne bien pour des problèmes simples comme le filtrage de spam, interprétable parce que les probabilités calculées donc sont intuitives. Les limites en fait du modèle de Naive Bayes, c'est que il fait des hypothèses d'indépendance comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça fonctionne pas bien si les caractéristiques sont très corrélées. Et c'est pas très adapté aussi à des données complexes. Il peut être dépassé par des modèles comme des arbres de décision ou des réseaux de neurones. OK? Mais Naive Bayes en fait est un excellent point de départ pour les tâches de classification, surtout dans la classification de texte. Donc, on revient donc à nos travaux pratiques. Ici, donc, on va charger donc notre modèle de Naive Bayes et on va donc du coup entraîner donc ce modèle-là sur les données xtrain, ytrain et on va donc prédire donc un score sur le jeu de xtext et le jeu de ytext. Ici, en l'occurrence, on a plus de 60% donc de précision pour notre modèle de Naive Bayes. C'est pas mal pour démarrer donc
votre analyse. OK? Donc, vous le voyez ici. On a plus de 60%, à peu près 63% donc du coup, de précision de notre modèle. Donc, comment on fait la prédiction? Simplement, vous donnez donc le texte, c'est-à-dire on donne le nom, on donne un nom à notre modèle, et donc lui, son objectif sera de nous prédire donc, comme on l'a vu, le genre, donc le sexe en fait, de cette personne qui s'appelle Marie. OK? Donc, c'est ce qu'on fait ici. Sample ici, c'est ça. Ensuite, on fait cv.transform sample name et on le transforme du coup en array. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va aller donc dans notre sample name ici et il va nous prédire donc du coup le nom, ce nom de Marie. OK? Et ça nous donne 0. 0, rappelez-vous, on l'avait encodé. On l'avait donc transformé, si vous vous la rappelez bien. On avait fait la transformation ici. On avait encodé les femmes en 0 et les hommes donc en 1. OK? Donc, c'est ce qu'on retrouve ici simplement. Donc, vous faites ça. Ensuite, donc, vous appliquez donc le modèle ici. Donc, ce modèle, rappelez-vous, on l'a entraîné ici. C'est ça le modèle de Nairbase. OK? On l'a entraîné sur les jeux de X-Train, X-Trace. Donc, on peut donc venir ici et prédire donc cette nouvelle donnée. Parce que, rappelez-vous, à chaque fois que vous avez donc la donnée, vous devez appliquer les mêmes transformations que vous avez appliquées durant la phase d'entraînement. OK? Vous devez l'appliquer sur la nouvelle donnée afin d'avoir quelque chose de standardisé. Donc, on fait le même traitement dans la phase d'entraînement que dans la phase de prédiction. OK? Et donc, justement, on va venir appliquer les mêmes transformations qu'on avait faites. Donc, c'est-à-dire, on avait utilisé ici, si vous vous rappelez bien, Count Vectorizer pour venir faire cette transformation, faire cette feature extraction. Et donc, on va venir faire la même chose également pour la nouvelle donnée que notre modèle n'a pas vue. Donc, on fait cette transformation-là, ici. Et donc, comme vous le voyez, vous avez vect ici qui a 0, 0, 0. Et ensuite, on va venir prédire justement ce vecteur. OK? Ça va nous donner également 0. OK? Donc, on fait les mêmes transformations qu'on a fait durant la phase d'entraînement. On le fait également pour la nouvelle donnée que le modèle n'a pas vue. Ensuite, ici, on fait la même chose également pour Marc. Et vous allez voir, Marc, ici, c'est 1. Donc voilà, ça nous prédit parfaitement, à partir du nom de cette personne, effectivement, le genre qu'il a. OK? Donc ça, c'est très rapidement, donc, le modèle Nairbase. OK? Donc ça, c'est la phase, on va dire, d'expérimentation. C'est cette phase qui va vous permettre, en fait, d'arriver. Donc, rappelez-vous, à cet objectif-là. Notre objectif, en fait, c'est de trouver un modèle qui modélise le phénomène, en fait, qu'on a envie de modéliser. Ici, en l'occurrence, on avait envie de modéliser le phénomène de détection donc, du genre en fonction du nom. Et donc, c'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à l'algorithme Nairbase. Un petit exercice pour vous, c'est de travailler sur le jeu de données, d'améliorer donc le jeu de données pour permettre à ce que le modèle soit plus performant, donc obtienne plus donc de précision que 60%. Donc, nous voici donc arrivés dans cette première partie de la vidéo qui correspond finalement à la phase d'expérimentation. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne donc en lien de cette vidéo donc le notebook afin que vous puissiez vous exercer aussi de votre côté pour essayer donc d'améliorer ce modèle-là pour aller au-delà de 60%. Ce sera l'exercice que je vous donne pour cette partie. Si ça vous a plu, likez la vidéo, commentez, partagez afin justement qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour la deuxième phase donc d'un projet de machine learning. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!